Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, les désaccords de Munich. L'Europe est-elle en train de se fermer aux réfugiés après l'immense élan de fraternité initié il y a à peine 2 semaines par Angela Merkel? Dépassée par le nombre de réfugiés à Munich, précisément, la chancelière vient de rétablir hier le contrôle à ses frontières. L'Autriche et la Slovaquie ont suivi le mouvement ce matin et dès demain, les soldats hongrois useront du chien-loup et de la dissuasion, lame de rasoir, paraît-il, pour bloquer la frontière serbo-hongroise. C'est la semaine de tous les dangers pour la cohésion européenne et pour la libre circulation dans l'espace Schengen. Nous en débattrons avec, entre autres, l'ambassadeur de Hongrie en France, mais pas avant d'avoir reçu un mec qui plane. Alexandre Astier. Son nouveau spectacle, Exoconférence, interroge la vie extraterrestre. Après tout, eux aussi sont des étrangers des autres. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Alexandre Astier. Bonsoir. Je tiens à vous annoncer que Guillaume Roquette, ici présent, qui en général s'est arrêté à Fréhel et à Raymond DeVos, était hier à l'Olympia pour voir Exoconférence, votre spectacle repris, car avant il avait été créé au Théâtre du Rond-Point. Un commentaire sur le public ? Le public est assez varié, mais peut-être vous avez inventé une sorte d'humour pour ingénieurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens en t-shirt. Je ne sais pas s'ils venaient en quart de Saclay. Tout Saclay était à l'Olympia. En tout cas, ça nous a fait rire. Bon, je suis assez fier. Il se poilait et la fumée sortait par les oreilles. Très bien, très bien. Exoconférence, on en parle. Vous aimez être un guide, vous aimez apprendre des choses, vous aimez professorer avec humour, recul et génie, comme dirait votre ami François Rollin. On en parle dans un instant après votre empreinte digitale qu'a réalisée Marc-Antoine de Borrette. Regardez. En tapant Alexandre Astier sur Internet, on découvre forcément des liens passablement farfelus. Par exemple, cette vidéo où vous interprétez un prélude de Bach en 15 temps avec 4 instruments. Au passage, vous vous chamaillez avec certains internautes sur la métrique du morceau, mais nous faites aussi découvrir un instrument peu banal, le Zen Drum, sorte de guitare-batterie. Il faut dire que question musique, vous n'êtes pas un plaisantin. Entré au conservatoire à seulement 6 ans, puis à l'American School of Modern Music à Paris, c'est la série à succès Kaamelott dans laquelle vous faites jouer une bonne partie de votre famille, y compris 4 de vos 5 enfants, qui vous fait connaître. Un livre avec le professeur Rollin, un dessin animé avec Astérix et le domaine des dieux. Moins de gens le savent, mais aussi un coffret de 7 opus des comptines et poésines, des histoires au rythme des saisons destinées aux plus petits. C'est vrai que vous êtes un conteur remarquable, à l'image de votre mentor, l'écrivain américain Christopher Vogler, architecte du scénario parfait. Après le roi Arthur, la physique quantique, un bilan mitigé, vous revoilà sur les planches avec l'Exoconférence, un cours d'astrophysique dans lequel vous revisitez nos croyances, notamment sur les extraterrestres. Vous nous faites voyager dans les proto-galaxies, goûter la Voie lactée, se perdre dans l'univers. En grec ancien, étoile se dit Astère, ce qui n'est pas sans rappeler votre nom de famille. Vous qui vous êtes toujours rêvé astronome, ne pensez-vous pas, Alexandre, que la densité baryonique utilisée dans le modèle lambda CDM est un bon paramètre pour décrire l'univers observable ? Parce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui soyez capable de nous en mettre plein le cerveau et plein les oreilles, mais lui aussi, Marc-Antoine de Borrette aussi, super, maîtrise la densité baryonique. Vraiment, ça me touche beaucoup parce qu'il a fouillé partout. C'est le dans premier Internet. qui le fait et je trouve ça hyper... bravo, Bach, 4 instruments simultanément, c'était un tour de force. Ah, simultanément, peut-être pas, vous savez. Ah, il y a des trucages. Ouais, non mais... Bon, voilà. Alexandre Astier, c'est quoi l'Exoconférence ? Sommes-nous seuls dans cet univers depuis 13 milliards 81 millions d'années, c'est ça ? C'est mon avis que vous voulez ou c'est le concept un petit concept du spectacle. Le concept du spectacle, en fait, il est très nettement orienté contre le complotisme et tout ce que le cerveau complète quand on ne sait pas. Et puis, il essaye d'inviter les gens à lever le nez. Il y a beaucoup de gens qui gèrent la mythologie extraterrestre sur écran d'Internet. Et puis qu'en fait ne lèvent jamais le nez et n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe là. C'est un spectacle qui très modestement essaye de contrebalancer un peu ce phénomène. Les conspirationnistes en l'occurrence. Ouais. Mais il y a un très joli truc que dit un type qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien. Boxeur ? Non, un astrophysicien boxeur, oui. Il dit en fait les illusions d'optique, les bouquins, vous savez, qu'on a quand on est gamin. En fait, le vrai titre des illusions d'optique, ça devrait être les échecs du cerveau. Parce que c'est ça qui se passe en fait. C'est que votre cerveau voit un truc qu'il ne comprend pas et du coup il complète.
Et voilà, j'essaye de parler du fait de ce que tout le cerveau doit compléter quand on ne comprend pas ce qu'on regarde. Alors votre spectacle, c'est un grand show avec plein d'effets spéciaux, c'est très drôle aussi, mais sur le fond, c'est assez raide quand même. Vous êtes un vrai rationaliste pur et dur, c'est-à-dire que les gens qui peuvent penser qu'il y a des existences extraterrestres, vous les ridiculisez. Les gens qui peuvent croire en Dieu, vous les ridiculisez aussi. On sent que l'Église catholique, vous n'aimez pas. Hein. Vous et avez la un peu, métaphysique. vous avez une dent contre elle. Et puis c'est drôle parce qu'en même temps, vous en appelez à Pascal, qui a priori est quand même l'un des métaphysiciens en chef. Ça vous travaille, le spirituel ? Oui, non, moi, généralement, quand j'écris, moi je ne crois pas en Dieu dans le civil. Quand j'écris Dieu existe, je ne crois pas trop à la magie dans le civil. Quand j'écris la magie existe, j'aime bien faire un peu ce truc-là. Mais je ne suis pas d'accord quand je dis que je pense que je ne dis pas que les extraterrestres n'existent pas. Hein. Moi, ce que je réfute, c'est le voyage. Vous dites C'est s'il le existait, trajet. on le saurait. Non, ils sont peut-être très loin. Moi, je pense que les distances sont trop grandes pour qu'on ait été visités. Et je trouve que le réflexe de trouver l'étrange non terrestre est trop rapide. Voilà, je crois que statistiquement, si vous voyez un truc passer dans le ciel à toute vitesse, changer de direction, lumière, fusée, tout ce que vous voulez, il y a 1 milliard de chances que ce soit un milliardaire qui fait des expériences bizarres dans un coin et qui finance des trucs pas possibles, plutôt que ce soit une visite de quelqu'un qui vient d'un autre système solaire. Je veux dire, là, franchir les espaces intersidéraux, ça me semble foufou, mais enfin bon, qui suis-je pour le dire, au bout d'un moment ? Qui êtes-vous, artiste bien tempéré, quand même hanté par des questions profondes, parce que même dans Kaamelott, qui était comme une série burlesque, il y avait une réflexion sur la quête de sens, la quête tout court arthurienne, le spectacle Que ma joie demeure autour de Bach, les mystères insondables de la création, là, être seul, d'ailleurs vous êtes seul en scène, la place de l'homme dans les solitudes infinies. Oui, ça vous travaille. Il n'y a pas que la mortalité et il n'y a pas que Dieu qui vous travaille. Est-ce que vous êtes vous-même travaillé par une angoisse Ah, moi j'ai les jetons, profonde. ouais. J'ai les jetons. Il ne se passe pas 70 minutes sans que je pense à la mort, oui. Mais bon, on est tous comme ça, non ? Enfin, j'espère, rassurez-moi. Pas tout seul, oui. Pas tous les soirs, tous en scène, seul en scène à l'Olympia, mais bon, néanmoins. Alors, un des moments où le public se bidonne dans Exoconférence, c'est lorsque la plaque qui a été lancée dans les espaces intersidéraux par la NASA apparaît et que vous discutez de cette plaque. On va la voir. Un homme, une femme, de quoi s'agit-il ? C'est une plaque qui a été vissée sur la structure de la sonde Pioneer 10 qui est partie en mars 72 de la Terre en direction d'Aldébaran. En tout cas, elle a effectué ce petit trajet que la flèche montre là, en utilisant la force de gravitation de Jupiter, etc. Et ce dessin, c'est une bouteille à la mer, la première envoyée par la Terre, à destination d'une éventuelle civilisation très lointaine qui un jour, à mon avis, largement après notre disparition, on parle de 2 millions d'années de voyage, serait interceptée, ça tente d'expliquer qui on est. Mais dites-nous une raison pour laquelle cette plaque est stupide à votre avis ? Cette plaque est stupide parce qu'elle est anthropocentrée, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il faudrait que ce soit des cousins très proches qui la reçoivent pour qu'on la comprenne. Elle est très centrée physique des particules, donc l'unité de distance est calculée par rapport au spin de l'atome d'hydrogène, en haut, là-haut. Si jamais une civilisation n'a pas eu exactement et de manière concomitante une science proche de la nôtre, une évolution proche de la nôtre, une technologie proche de la nôtre, ils vont être largement La NASA n'a rien compris. Ouais. Et en plus, ils sont tout nus. Rappelons que si jamais on a déjà fait l'expérience, on envoie cette plaque à des scientifiques terrestres, ils ne la comprennent pas non plus. Donc nous non plus. Alors précisément, et vous dites, mes vrais prêtres sont les astrophysiciens et les biologistes. Eh bien voici un curé, il est froqué, il s'appelle Sylvain Chaty. Il est astrophysicien, il travaille à Saclay, Bonjour. entre autres. Il est spécialiste d'exobiologie et des trous noirs. Bonsoir. Sylvain Chaty. Qu'est-ce que vous pensez de la plaque d'abord de l'exoconférence d'Alexandre Astier? La plaque de la NASA, vous la trouvez aussi grotesque qu'Alexandre Astier? Il y a eu des débats sans fin sur justement qu'est-ce qu'on allait mettre sur cette plaque, et Carl Sagan en parle très bien dans son livre Cosmic Connection, où ils ont essayé en fait de représenter facilement ce qu'on pouvait connaître de l'espèce humaine si un jour cette plaque allait être récupérée par des extraterrestres, tout simplement. Et c'est vrai que c'est très compliqué de savoir ce qu'on va mettre. Alors, vous n'avez pas mentionné le fait qu'ils auraient pu aussi se donner la main. C'était une possibilité. Et ils se sont dit non, parce que ça va être des quadrupèdes. Donc sinon, on va croire que c'est une même personne. Donc, non, il ne faut pas la paumer quand même, on est d'accord. À part ça, le spectacle est génial. Vous êtes tordu. Alors, le spectacle est drôle, évidemment. Et il y a aussi beaucoup d'aspects pédagogiques que j'ai appréciés. Et en particulier, je suis content de vous rencontrer. En particulier parce que Alexandre Astier, je trouve, donne plusieurs fois l'envie
au spectateur de regarder le ciel. C'est-à-dire, en gros, il lui dit le ciel, c'est beau, le ciel, on peut l'admirer, on peut apprendre des choses. Donc, ça veut dire qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui, on ne regarde pas, on lève pas assez. Ça, c'est clair qu'on ne le fait pas du tout. En fait, on est complètement hyper connecté, on regarde son smartphone tout le temps, même pour regarder le ciel, on a un smartphone entre nous et le ciel. Non, on ne le fait pas assez, mais c'est parce qu'il y a trop de lumière partout. Et à un moment donné, vous parlez de l'enfant du Moyen-Âge qui arrive à lire l'heure, et pour arriver à savoir l'heure, il faut connaître le ciel. Et c'est vrai qu'avant, on était beaucoup plus connecté avec le ciel qu'aujourd'hui, ça c'est vrai. Vous êtes aussi sceptique que votre voisin concernant l'existence d'extraterrestres ? La possibilité de leur visite. Voilà. Non mais voilà, je vais lever le doigt comme un imbécile. Alors, le trajet. Que je ne doute pas que ça foisonne de formes de vie dont Stephen Hawking dit qu'on aurait du mal un peu à les considérer comme telles, tellement elles pourraient être exotiques. Mais c'est la possibilité de leur visite qui me semble farfelue. Oui, alors c'est vrai que dans le spectacle, ce que fait Alexandre Astier, c'est surtout parler de la vie extraterrestre intelligente qui pourrait se déplacer et venir jusqu'à nous. C'est vrai que cette vie-là, on ne l'a pas vue encore. Et comme il le dit très bien, il y a le paradoxe de Fermi qui dit justement, voilà, on a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de galaxies, on n'a encore vu personne alors qu'on devrait en avoir vu plein, ça prouve bien qu'il n'existe pas. Des civilisations extraterrestres intelligentes, capables de se déplacer. Par contre, de la vie extraterrestre, sous forme de bactéries, de la vie cellulaire, de la vie sous forme de plantes, ça peut exister, ça peut fourmiller dans la galaxie. Mais par contre, on ne pourra pas entrer en contact avec eux. Est-ce que vous souscrivez au point de vue d'Alexandre Astier qui dit « Nous sommes faits pour être ici, sur cette planète ». Je l'ai piqué à quelqu'un d'autre et à un de vos confrères, donc attention à ce que vous allez répondre. Ne lui demandez pas lequel, c'est pas un quiz. Non mais ça, en gros, c'est une version du principe anthropique, ANTHRO, qui nous dit que les conditions de l'univers sont réunies pour qu'à un moment donné, de la vie intelligente émerge. Et ça, on en a la preuve, puisque nous, on est là. Quand on voit votre spectacle, Alexandre Astier, on se dit quel dommage de ne pas avoir eu un prof de physique comme ça, parce que moi, j'ai jamais rien compris. Vous pensez que ça pourrait être transféré, les méthodes de votre spectacle, ou bien non, c'est un show et c'est pas de l'enseignement ? C'est une conférence TED. Non, mais le problème, c'est que là, on mélange deux métiers. Moi, j'en ai un vrai, peut-être que je le fais pas super bien, mais je suis sur scène. Le faux, c'est tout ce que j'ai dû récupérer du fait que... Parce que Bach, c'était pas pareil. Bach, j'ai appris à faire ça. L'astrophysique, ce ne sont que des choses... Je ne pourrais pas me déplacer d'un centimètre sur la gauche ou un centimètre sur la droite par rapport à ce que je dis. J'aime, je suis amateur, mais... Comme la plupart des profs qui aussi ont appris leur matière. Oui, ils sont capables de répondre à plus de questions et ils sont capables de répondre à des questions inattendues, surtout. C'est pas mon cas. Une dernière question. Stephen Hawking, avec un oligarque russe, très jeune d'ailleurs, a lancé un projet au mois de juillet qui est destiné à capter des signaux extraterrestres. Projet considérable au niveau du budget. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin ? Peut-être, peut-être pas. Ça fait 50 ans qu'on recherche la vie extraterrestre avec les programmes comme SETI, par exemple. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Francis Drake avait, dans les années 60, fait émis une équation avec différents termes, dont le nombre d'étoiles dans la galaxie, le nombre de planètes en orbite, des planètes habitables où la vie s'est effectivement développée, de la vie intelligente, capable de communiquer. Et si on regarde tous ces termes-là, évidemment tous entachés d'une erreur énorme, on arrive à entre 1 et plusieurs milliers de civilisations. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Est-ce qu'il y en a ? On n'en sait rien, mais Hawking, je pense, n'arrivera pas à savoir directement, même en mettant beaucoup d'argent, s'il y a de la vie. Sachant quand même, encore une fois, pour écouter des ondes, il faut que ce soit des ondes qui émettent un signal technologique. Ça voudrait dire qu'on parle d'une civilisation qui a une concomitance dans son parcours technologique. Affaire à suivre. Donc Sylvain Châtier à l'Olympia tous les soirs jusqu'au 14. Non, Alexandre Astier à l'Olympia jusqu'au 14 septembre. Ensuite en tournée en France. Je précise que le DVD L'Exoconférence, DVD et Blu-ray bien sûr, sortiront le 6 octobre chez Universal. C'est le 20e anniversaire de la découverte de la première exoplanète, si je ne m'abuse. Le 6 octobre ? 1980. Vous confirmez. Et Sylvain Châtier, donc, quand il n'est pas à l'Olympia, il est au commissariat à l'énergie atomique, il est à Saclay, il est aussi au Chili. Vous enseignez notamment l'exobiologie à l'université Paris Diderot. Et Alexandre Astier parle du CEAI, le CEA intergalactique. J'en fais presque partie. Encore plus fort. Merci à tous les deux. Merci Alexandre Astier, merci Sylvain Châtier. En bonus sur le replay enrichi ce soir, une interview mobile et survoltée d'Alexandre Astier. Place au débat sur l'Europe et la crise migratoire. Berlin a donc rétabli le contrôle de ses frontières hier soir pour juguler l'arrivée massive de réfugiés. Une décision prise également par l'Autriche et la Slovaquie ce matin, au moment où les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissaient pour tenter d'élaborer une réponse commune à la crise. Entre les discours fraternels, les élans généreux et les manifestations franchement xénophobes, notamment à l'Est, l'Europe est-elle en train de se couper en deux, perdant un peu plus son âme ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
au bord de la saturation. 63 000 demandeurs d'asile y sont arrivés en 2 semaines, 13 000 rien que samedi. Solidaire, mais débordée, l'Allemagne s'est résignée hier soir à réintroduire les contrôles aux frontières, provisoirement. L'objectif de cette mesure est de contenir l'afflux actuel de réfugiés qui viennent en Allemagne. Il faut revenir à des procédures normales d'accueil. L'Europe est-elle en train de refermer sa porte aux migrants ? Après l'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche ont commencé à déployer des forces de l'ordre le long de leurs frontières. La Hongrie, porte d'entrée du sud de l'Union européenne, a elle fermé le principal point de passage emprunté par les migrants. À partir de demain, quiconque réussira à franchir son mur de barbelés depuis la Serbie sera emprisonné. Sur place, les humanitaires dénoncent une Europe qui se barricade. Nous ne pouvons pas continuer à construire des barrières partout. Les pays les plus riches doivent prendre leurs responsabilités collectivement envers les demandeurs d'asile. Ils ont les économies et les capacités d'intégrer ces personnes dans leur société. Comment accueillir et répartir les migrants ? Les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice devaient trouver un consensus cet après-midi à Bruxelles. Ils ont affiché leur division. Au même moment, la tombe du petit Aylan, mort noyé en Méditerranée, interpellait les dirigeants européens. S'il vous plaît, sauvez les réfugiés. Faites quelque chose, trouvez une solution. L'Europe peut-elle surmonter ces désaccords ? Y a-t-il une réponse commune à la crise des migrants ? Bonsoir à tous les trois. Hélène Miard-Delacroix, vous êtes historienne, membre du comité directeur de l'Institut franco-allemand. Pour vous, si l'Allemagne contrôle ses frontières, c'est pour faire plier ses partenaires européens et aussi, sans doute, envoyer un signal aux candidats à l'asile. À côté de vous, Georges Caroli, bonsoir monsieur. Vous êtes ambassadeur de Hongrie en France et selon vous, c'est le devoir de votre pays, la Hongrie, de défendre la frontière sud de l'Union européenne par tous les moyens. Sinon, on accuserait la Hongrie de laisser passer trop de migrants. Et à côté de vous, Pascale Johannin, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Pour vous, il va falloir dire aux pays réfractaires, en l'occurrence Danemark, Hongrie et Slovaquie, entre autres, qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent accueillir des réfugiés. On va voir ça. Les positions, à mon avis, seront antagonistes ou tranchées. Mais d'abord, une question en 28 secondes d'un spectateur, Nadia. Absolument, la voici. L'Allemagne contrôle sa frontière avec l'Autriche. L'Autriche, celle avec la Hongrie. La Hongrie construit un mur. Quelle nouvelle route pour les migrants ? Hélène Miard-Delacroix, on voit bien qu'à chaque fois qu'un pays contrôle ses frontières, érige un mur, les réfugiés vont trouver de nouvelles routes. Est-ce que ce n'est pas la preuve que finalement, ça ne fonctionne pas ? En fait, ça fait que les détourner, ces migrants. Certainement, une route entre la Slovénie et l'Autriche est envisagée. On a entendu que des migrants allaient en Russie pour essayer d'aller en Europe du Nord à partir de la Russie. Donc en effet, c'est un problème commun, collectif. Et les murs ne marchent pas, en l'occurrence. Les murs ne marchent pas. Il y a la mer aussi. Guillaume. Oui, ces migrants ils sont de plus en plus nombreux. Notre chiffre du jour, c'est 1 million. 1 million de réfugiés. C'est le nombre auquel l'Allemagne devra probablement faire face en 2015. C'est en tout cas l'avis de Sigmar Gabriel, qui est à la fois le vice-chancelier allemand et le patron du SPD, le Parti social-démocrate, qui est un des alliés de la coalition de Mme Merkel. Alors, Georges Caroli, on passe en quelques jours de 800 000, c'était le chiffre que donnait Mme Merkel, à 1 million. Est-ce que c'est la conséquence d'une forme d'appel d'air ? Est-ce que c'est parce que Mme Merkel a dit les réfugiés sont les bienvenus que les chiffres augmentent aussi vite ? Je ne pense pas. Je suis d'ailleurs assez perplexe devant les déclarations des autorités allemandes. Monsieur Sigmar Gabriel lui-même, il y a quelques jours, avait déclaré que l'Allemagne était disposée à recevoir 500 000 immigrés par an pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il nous dit qu'à 800 000 ou 1 million, il ne peut plus. Alors, je suis totalement sans voix devant ce revirement que je ne comprends pas. Vous utilisez le mot immigré et pas réfugié. Le mot réfugié vous semble inapproprié ? C'est une question de sémantique. Le mot immigré me venait à l'esprit, mais réfugié, il y a certainement beaucoup d'entre eux qui méritent le statut de réfugié, mais bien évidemment pas tous. Très bien. Pascale Johannin, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Mme Merkel a manqué de professionnalisme, d'une certaine façon, en disant bienvenue aux réfugiés, pour quelques jours plus tard dire finalement non, on ferme les portes parce qu'on n'y arrive pas ? C'est un manque de préparation ou c'est juste une étape ?
C'est un manque d'Europe, Guillaume. Madame Merkel, elle a fait son devoir. Les réfugiés, ça s'accueille, c'est une obligation. Même l'ONU dit qu'on ne peut pas les refuser. Donc c'est pour ça que je dis aussi que les autres pays auront un jour à faire face à ces afflux de réfugiés parce qu'on ne peut pas les retourner directement. Et pourtant, les frontières se ferment. Et Madame Merkel, enfin l'Allemagne, parce que ce n'est pas Madame Merkel qui a fait une déclaration hier, c'est son ministre de l'Intérieur, il se trouve que elle a dit j'accueille les réfugiés. Et puis, comme les autres pays n'en ont pas accueilli, ils se sont tous retrouvés à la frontière sud de l'Allemagne. Et au bout d'un moment, les capacités d'accueil de l'Allemagne ont été supérieures à ce qu'elles pouvaient faire. Donc, on a en effet une mesure très provisoire prévue par les accords de Schengen. Ce n'est pas une mesure qui est sortie d'un chapeau. L'article 2 de la Convention de Schengen prévoit qu'en effet, pour des mesures de sécurité publique, pour une période limitée, un pays peut en effet suspendre le contrôle des frontières intérieures. Donc Mme Merkel s'est retrouvée. Et ce qu'elle dit indirectement, c'est il va falloir qu'on pose la question de manière européenne parce qu'il faut qu'on accueille ces gens. Moi, à l'Allemagne, je suis prête à en accueillir beaucoup. Mais il faut que les autres fassent le travail pour qu'on n'ait pas en effet un nœud, un boulet à la frontière austro-bavaroise. Oui, je crois que ce n'est pas tout à fait une question de mathématiques comme vous l'avez présenté. Si l'Allemagne dit qu'elle est prête à recevoir 500 000 personnes par an, ça veut dire de manière ordonnée, en offrant des garanties d'accueil, de qualité, etc. Le fait de dire que d'un seul coup, si on en reçoit 1 million, on se renie, ce n'est pas tout à fait juste. Je crois que le signal qui est envoyé, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il n'est pas possible que passe par l'Allemagne au même moment, dans un mouvement incontrôlé et qui donne un chaos sur place, un ensemble de personnes qu'il serait raisonnable de répartir. Je pense que vous ne croyez pas qu'elle a été débordée par Si, je crois. Si, je crois. C'est-à-dire que je pense que, comme toujours, on ne comprend bien ce qui s'est passé en Allemagne qu'avec le recul de l'histoire. En Allemagne, où, je vous rappelle, on a instauré le droit d'asile après la Deuxième Guerre mondiale, 1, pour des raisons morales, 2, parce qu'on n'imaginait pas que quelqu'un voudrait venir en Allemagne un jour. Vous diriez, Georges Caroli, qu'elle a été irresponsable, Madame Merkel ? Mais je crois que la situation de l'Allemagne est assez comparable à celle de la Hongrie. Et il ne faut pas exagérer le sens de l'expression mur ou barrage ou fermeture. Les frontières ne sont pas fermées. Elles ne sont pas plus fermées entre l'Autriche et l'Allemagne qu'elles ne sont fermées entre la Serbie et la Hongrie. Les décisions qui ont été prises sont des décisions qui visent à ordonner le flux des migrants. L'Allemagne a instauré des contrôles à la frontière, elle ne ferme pas sa frontière. La Hongrie, du côté de sa frontière serbe, fait exactement la même chose. La frontière hongroise n'est pas fermée. Les mesures que le gouvernement hongrois prend visent à ordonner l'arrivée des migrants de manière à pouvoir les accueillir de manière ordonnée, cultivée, et éviter ce flux incontrôlé de gens qu'on ne peut plus retrouver. Ça me semble être une mesure de bon sens. Sauf que concrètement, il ne passe plus aujourd'hui. Le principal point de passage est fermé entre la Hongrie et la Serbie. Pas du tout, mais ce qui est fermé, c'est la partie, je dirais, qui est en dehors des points de passage officiels. Il y a des points de passage officiels, comme partout, entre tous les pays. Entre la Hongrie et la Serbie, dans le cadre de la construction de la barrière, ces points de passage seront accrus, ils seront augmentés, ils permettront aux immigrés de se présenter, de déposer leurs demandes d'une manière ordonnée. Monsieur l'ambassadeur, la frontière n'est pas fermée. Voilà. Pendant que vous parlez, on voit des images d'un mur. Donc vous voyez ces images-là, mur infranchissable, hein, on est bien d'accord. Évidemment, c'est une barrière qui est... Écoutez, une barrière, un mur. Hein. Oui. Enfin, un mur, un grillage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais le système de Schengen impose à tout pays qui a une frontière extérieure à la zone de la protéger. Ce système est basé sur la confiance que les gens qui souhaitent pénétrer dans un pays le feront de manière normale en passant par les points de passage officiels. À partir du moment où cette confiance est rompue par des milliers de gens qui traversent la frontière là où ils ne devraient pas, eh bien, il y a des mesures à prendre que nous avons prises. Parce qu'on rappelle que la Hongrie est dans Schengen et pas la Serbie. Mais absolument. La Hongrie a une triple responsabilité. La frontière entre la Hongrie et la Serbie est une frontière d'État, une frontière de l'Union européenne et une frontière de la zone Schengen. Donc en gros, vous voulez dire que la Hongrie fait le sale boulot pour l'Europe. 3 responsabilités, et nous sommes effectivement la ligne de front qui est le premier pas de l'entrée dans l'Union européenne. Nous avons une triple responsabilité qui est particulièrement lourde.
Guillaume Roquette. Oui, on va rester en Allemagne. Il y a eu des déclarations de Horst Seehofer, qui est à la fois le ministre-président de la Bavière et le patron de la CSU, qui est, on va dire, le parti de l'aile droite de la coalition de Mme Merkel, qui, lui, critique de façon quasiment ouverte la politique menée par la chancelière. Regardez. Nous devons maintenant réintroduire des règles en Europe. Il faut qu'il y ait des contrôles aux frontières extérieures. C'est pourquoi j'ai rencontré M. Orbán. Sans M. Orbán, enfin je veux dire sans la Hongrie, les problèmes ne pourront pas être résolus. Et l'ennemi de la croix, ça ressemble presque à un début de réhabilitation de Viktor Orbán. En gros, ce que dit M. Seehofer, c'est bah oui, les Hongrois, ils ne peuvent pas faire autrement, et d'ailleurs nous-mêmes, on est obligés de bloquer. Alors on peut en effet le voir comme ça, tout à fait, comme aussi un appel à une main tendue vers la Hongrie et un appel aux autres Européens de ne pas se monter les uns contre les autres et essayer de trouver ensemble une solution. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que M. Seehofer, depuis le début, avec la CSU, était assez hostile à la position qu'avait prise la chancelière et que la coalition tenait de cette façon. Il faut dire aussi que la Bavière a été aux premières on rappelle que la gare de Munich loge, est un 12 point 000 d'entrée. personnes samedi dernier. 12 000 personnes, si vous connaissez la gare de Munich, qui est comme une grande gare d'une grande ville, c'est absolument phénoménal. Et surtout, une autre dimension qu'il faut voir, c'est qu'il est partenaire de la coalition, mais il est aussi chef de gouvernement dans un État qui est moyennement souverain à l'intérieur de la République fédérale. La fédération a promis 1 milliard d'euros aux différents lenders. Il a déjà dit aujourd'hui qu'il en faudrait 2 et si possible l'année prochaine même 3. Parce qu'ils sont aux premières loges. Donc je pense qu'il faut le voir aussi, il y a plusieurs échelles, vous voyez. Il y a des difficultés internes à l'Allemagne, des difficultés entre pays européens et... Il y a une initiative qui interpelle aujourd'hui. David Cameron est allé au Liban pour tenter, comme il peut, de fixer sur place les réfugiés, c'est-à-dire de les dissuader de venir en Europe, de tenter de faire, à leurs risques et périls, le voyage. Faut-il que cette initiative, selon vous, soit reprise par d'autres chefs d'État et faut-il la soutenir ? Aller à la source. C'est exactement la position de la Hongrie. Les migrants doivent être fixés, si j'ose dire, là où ils sont déjà en sécurité. En Turquie, ils le sont. Il faut effectivement aider la Turquie à accroître les conditions, à améliorer les conditions de subsistance des migrants dans ces camps. J'imagine qu'un migrant syrien, par exemple, sera plus satisfait de se trouver dans un camp en Turquie que dans un camp au Portugal, parce que quelqu'un l'y aura envoyé. Sauf s'il a de la famille en Suède ou dans un pays au nord de l'Europe. C'est un désir d'Europe. Ils veulent rejoindre l'Europe. C'est un désir Ceux qui sont au Liban, ceux qui sont en Jordanie, ceux qui sont en Turquie ne sont pas forcément satisfaits de leurs conditions. Ils ne sont pas toujours Moi, je voulais revenir sur dans de très bonnes conditions. Parce que Pascal Joannin, je reviens à cette expression désir d'Europe. Désir d'Europe, oui, mais surtout désir d'Allemagne ou désir de certains pays. Parce qu'en fait, on veut imposer des quotas aux différents pays européens, mais les réfugiés eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'aller dans ces pays. Alors, je rebondissais parce que l'initiative vient de David Cameron, qui se trouve être un pays qui n'est pas dans la zone Schengen, donc qui n'est pas partie à la Convention de Schengen, qui a accueilli en 2004, au moment de l'élargissement, venez les Polonais, les Hongrois, tout le monde, les Européens de l'Est, venez, braves gens, etc. Et aujourd'hui, tente à refermer ses frontières. Et puis, il a fallu l'image du petit Elan mort sur les plages pour que, finalement, ils disent qu'il allait accepter des réfugiés syriens. Et aujourd'hui, il a mis en place un secrétaire d'État chargé des réfugiés syriens. Donc, David Cameron, c'est la girouette. En fonction du vent et de la journée, il fait les... Mais c'est un pays qui est aussi concerné, parce qu'en effet, les réfugiés, ils veulent aller dans certains pays, l'Allemagne, bien évidemment, ils veulent venir peut-être aussi au Royaume-Uni. Il faudra s'expliquer pourquoi ils ne veulent pas venir en France. C'est intéressant aussi de voir pourquoi il n'y a pas un attrait massif pour la France. Il faudra aussi. Ils vont en Suède. Et il y a des pays qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, reçoivent beaucoup d'habitants. La Suède. Beaucoup, beaucoup. Et l'Europe dit, parce que c'est en effet la dimension européenne, en effet, on a aujourd'hui un nombre de réfugiés qui sont à nos frontières. Il faut protéger ces frontières, mais ils sont là, on ne va pas donc les faire partir, et donc il faut qu'on se répartisse le poids. Et là, le problème, c'est ce qu'ont discuté les ministres de l'Intérieur aujourd'hui, c'est que chacun doit porter sa croix un petit peu. Il n'y a que l'Italie et la Grèce qui n'en ont pas aujourd'hui de chiffres, parce que quand vous voyez les chiffres de ceux qui arrivent directement à Lesbos, dans les îles grecques, ou à Lampedusa, ils sont déjà là. Alors, par contre, les autres, il faut qu'ils participent à l'effort. Mais le problème, Pascal Joannin, il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé, et pourtant c'est une sorte de
l'ont dit, criant, je dirais même assourdissant, c'est le mot islam. Absolument. Nadia. Oui, il y a effectivement une dimension identitaire et religieuse dans ce débat qui divise les pays européens. Le point commun, tout de même, entre ces pays de l'Est qui refusent les quotas, qui érigent des murs, c'est que leurs dirigeants, leurs politiques et parfois la population expriment assez ouvertement une hostilité à l'islam et assimilent systématiquement les réfugiés à leur religion supposée quand ils ne les voient pas comme des terroristes en puissance, tout simplement. On peut rappeler plusieurs choses. On peut rappeler que fin août, la Slovaquie a annoncé qu'elle accepterait des réfugiés syriens à la condition qu'ils soient chrétiens. Le Premier ministre avait déclaré « Nous ne pouvons tolérer l'afflux de migrants musulmans qui vont commencer à construire des mosquées partout et essayer de changer la nature, la culture et les valeurs de notre pays. » C'est la fameuse théorie du grand remplacement. Dans les manifestations anti-réfugiés qu'on a vues ce week-end à Varsovie, à Budapest, on distinguait très clairement des banderoles. L'islam, c'est la mort de l'Europe. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le problème, c'est que les réfugiés menacent les racines chrétiennes de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter ces propos à ceux de dirigeants d'autres pays européens, en l'occurrence ceux de l'Allemagne, d'Angela Merkel, fille de pasteur. Elle débattait avec des étudiants il y a quelques jours et voilà ce qu'elle a répondu à une étudiante qui lui disait craindre une islamisation de l'Europe. On regarde. Les cultures et les sociétés où règne la peur ne pourront pas dominer le futur. La question de savoir si l'islam fait partie de l'Allemagne se pose. Mais avec 4 millions de musulmans, la réponse est pourtant toute trouvée. S'il y a bien quelque chose que je ne ferai pas, c'est de reprocher à une personne de s'être engagée dans la croyance musulmane. Et la lumière de la croix, comment est-ce qu'on fait pour mettre d'accord des pays qui ont un rapport aussi différent à l'identité, à la religion et surtout à l'islam? C'est ce que j'allais dire. Une partie de la réponse, pourquoi beaucoup ne demandent pas la France, c'est que la France a une réputation, en dehors de ses frontières, de laïcité. Et donc, une relative difficulté, ressentie comme telle, à vivre sa foi La France musulmane. a une réputation de laïcité ou la France a aussi Marine Le Pen? Pour que le message arrive là où sont les réfugiés qui souhaitent aller dans tel ou tel pays, qu'il n'est pas souhaitable d'aller en France, je pense que l'image de l'Allemagne, pays respectueux des confessions, et une chancelière qui souligne de plus en plus fort que l'islam fait partie de l'Allemagne en ne représentant pas du tout l'opinion de la majorité de sa population, virgule, je pense que c'est un message qui arrive à l'extérieur et qui explique en partie, c'est pas seulement Marine Le Pen, c'est aussi l'image que l'on se fait lorsque l'on est musulman en dehors d'Europe, en France, c'est peut-être moins agréable d'être musulman. Quant à la Hongrie, Georges Caroli, est-ce que cette hantise ou cette hostilité, je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs, est réelle au sein de la population hongroise pour des questions historiques, de rapport aux Ottomans et peut-être d'incompréhension de ce qu'est une société multiculturelle? Bon, il est certain que la tradition de la Hongrie n'a rien à voir avec celle de la France ou de l'Allemagne en matière d'apport de populations étrangères. Ça, c'est une évidence que tout le monde peut constater. Mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème, à mon avis, tient au nombre. Ouais. Si vous voulez, le problème des religions, de la laïcité, des chrétiens, des musulmans est un faux problème. Le problème, c'est la quantité de migrants qui arrivent comporte un effet de seuil qui bouleverse tout ce qu'on pouvait raisonnablement penser jusqu'à maintenant. Très bien. C'est une grande blonde, elle est danoise et elle est social-démocrate. Elle a connu son heure de gloire le temps d'un selfie taquin avec Barack Obama. Elle s'appelle Helle Thorning-Schmidt. Or, cette dure à cuire relativise sérieusement le sort des réfugiés depuis quelque temps. Faut-il expulser Helle Thorning-Schmidt? C'est Thibault Nolte et Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Faut-il expulser Helle Thorning-Schmidt? Battue aux élections en juin dernier, Helle Thorning-Schmidt avait été élue à 45 ans première femme Premier ministre du Danemark. Social-démocrate, avec un cœur à gauche donc, elle postule désormais à la direction de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Chef d'État, elle avait pourtant poursuivi avec entrain le consensus national anti-réfugiés. Elle avait lancé une campagne d'affichage expliquant qu'elle allait durcir les règles d'asile, puis fait barrage au regroupement familial, et devant l'afflux d'Érythréens en 2014, elle avait lancé une enquête en Érythrée, la Corée du Nord de l'Afrique, qui relativisait le sort des réfugiés. À la télé, elle avait enfin déclaré que non, le Danemark n'est pas une société multiethnique. À ce petit pays de 5,6 millions d'habitants qui connaît presque le plein emploi, qui tient à son drapeau blond, blanc, riche, elle a offert sa parure impeccable, Gucci, Botox et stiletto, son éducation irréprochable, son mari député en Angleterre et son ambition si dévorante qu'elle a inspiré le personnage de Birgit Nyborg dans la série Borgen. Elle a aussi inspiré la gêne
sautant de sa limousine officielle pour un selfie avec l'héroïne de Sex and the City, ou cet autre aux funérailles de Nelson Mandela en Obamarama. Une décomplexion assumée avec l'ivresse du pouvoir, comme avec les réfugiés. Repoussoir un jour, cause célèbre le lendemain. Au-delà de la rigolade et l'ennemi de la Croix, on voit bien que ce n'est pas juste la gauche contre la droite, le cœur à gauche et la droite hostile ou xénophobe, c'est beaucoup moins manichéen que ça en a l'air, puisqu'il s'agit d'une femme qui est social-démocrate. Oui, je crois que c'est un problème que qui rebat un petit peu les cartes en Europe. Je crois que ce qui se passe ces derniers temps est extrêmement intéressant, si je puis dire les choses de cette façon, et va contraindre nos sociétés à reposer un certain nombre de problèmes sur la table. Moi, ce qui me frappe, que ce soit en Allemagne, en France, peut-être en Hongrie, c'est une des questions que pose l'accueil des réfugiés. Si l'on accueille les réfugiés et qu'on peut leur mettre un toit au-dessus de la tête, pourquoi ne le fait-on pas pour nos propres pauvres? Je pense qu'il y a dans les différents pays cette question qui va revenir à la surface, d'abord sous une forme populiste, mais si on veut être à la hauteur du problème, il va falloir donner une réponse non populiste, c'est-à-dire une vraie réponse. Merci à vous trois. Je pense qu'on en reparlera ici même sous peu. Merci encore. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin. Deux regards malicieux portés sur l'histoire et l'actualité grâce à des informations qui auraient pu vous échapper. Ce sera après Désintox, car la brigade de vérification des faits est plus pertinente que jamais et toujours là, ainsi que ce soir. C'est le candidat populiste Donald Trump qui fait semblant lire entre les lignes l'accord américain sur le nucléaire iranien et qui en papaoute tous les gogos qui l'écoutent encore. Regardez. L'accord sur le nucléaire iranien est au cœur des débats de la primaire républicaine américaine. Et avec lui son lot d'inexactitudes. Le dernier candidat à avoir dénoncé l'accord, Donald Trump. Si Israël attaque l'Iran, selon cet accord, je crois que cela veut dire, à moins qu'il y ait une clause particulière, que nous devons combattre avec l'Iran contre Israël. Les États-Unis en guerre aux côtés de l'Iran contre Israël. Le milliardaire américain fait une nouvelle fois preuve de son sens de la mesure. Sa déclaration se base sur un article extrait de l'accord sur le nucléaire, signé en juillet entre l'Iran et les grandes puissances. Il y est mentionné une coopération avec l'Iran en cas de menace sur la sécurité nucléaire. Cette coopération doit surtout prendre la forme de formation pour aligner les normes de sécurité iraniennes avec celles des autres pays et vise à protéger ces installations en cas de vol ou de sabotage. Condamné par l'opposition républicaine et par Israël, l'accord avec l'Iran a au fond pour objectif de limiter l'enrichissement d'uranium pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique. Prétendre que les États-Unis défendraient l'Iran plutôt qu'Israël en cas de conflit est donc une interprétation grossière du texte. En juillet, un autre candidat à la primaire républicaine avait déjà agité le même épouvantail. John Kerry, chef de la diplomatie américaine, l'avait déjà démenti. Depuis, ce texte a été voté au Congrès grâce aux nombreux démocrates qui s'y sont ralliés, laissant les républicains sans voix, mais pas sans intox. Ça fait mal. Merci Désintox. Voilà deux garçons dans le vent. C'est Placide et Museau, c'est Mr. Black et Mr. Brown, je ne sais plus comment les appeler. Un historien, un journaliste qui débuse des informations décalées. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin et qui éclaire le présent grâce au passé. Pourquoi est-ce que j'ai plus besoin de mes fiches? Bonsoir Xavier Mauduit. Alors c'est vous qui commencez Placide ce soir. Et le tribunal de Nancy, cher Xavier Mauduit, a relaxé Guy Bedos qui avait traité Nadine Morano de conne. Franchement, est-ce que c'était drôle? Bof. Hein? Ouais. Oui. Peu importe, c'est une affaire de liberté d'expression qui vous en a rappelé une autre instantanément. Oui. Elle remonte à 1831. Exactement, rien n'est plus dangereux que de faire une procédure judiciaire contre un humoriste. Et là, on le voit, hein, une insulte conduit au tribunal, en cour d'assises. Oui, mais nous sommes le 14 novembre 1831 à Paris. Ce jour-là, le dessinateur Charles Philippon se trouve devant les juges. Alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a publié un dessin dans le journal satirique La Caricature, sur lequel on voit le roi Louis-Philippe, déguisé en maçon, en train de replâtrer ses promesses lors de la Révolution de Juillet. Bon, c'est assez drôle en soi. Bon, Philippon sait qu'il va être condamné. Alors, il tente un coup d'éclat. Il se dit, je vais montrer aux juges que le dessinateur n'est pas responsable des ressemblances. Bah oui, pourquoi pas? L'histoire est très connue. Hein. Oui. Philippon montre un premier portrait de Louis-Philippe, assez ressemblant d'ailleurs. Il enlève quelques éléments, ça ressemble un peu moins. Il en enlève encore, ça ressemble encore moins. Et le dernier, bah oui, c'est une poire. Très clairement. Louis-Philippe ressemble à une poire, mais le dessinateur en est-il responsable? Alors l'argumentation est assez malicieuse, mais ça ne suffit pas. Philippon est condamné. 6 mois de prison, 2000 francs.
10 000 francs d'amende, c'est beaucoup tout de même. L'histoire aurait pu s'en rester là. Eh bien, pas du tout, parce que la poire vit sa vie. Elle est reprise par tout le monde, par les poire SM. La poire SM. Les grands dessinateurs en profitent. Daumier, Granville font des poires un peu partout. Sur les murs, on voit des poires apparaître comme des ça. Des graffitis. Exactement, des graffitis de poires. Et dans le carnaval, des masques de poires. C'est une catastrophe. Ouais. Philippon, qui est très malin, reproduit son dessin et le vend pour payer son amende. Ouais. Et la caricature, le journal décide de lever une souscription pour construire un monument. Expia Poire. Expia Poire. Xavier. Oh, c'est pas moi, c'est la caricature 1831. Voilà, donc quelque chose de très fort quand même. Louis-Philippe a été traité de poire. Et voilà, 185 ans que cette image lui colle à la face. Nadine Morano a été... Ah oui, c'est autre chose. Bon, on va espérer que ça dure un petit peu moins longtemps pour elle, quoi qu'elle pourrait s'en réjouir. Lorsqu'un homme politique est portraituré, il s'en réjouit. Et on a bien vu d'ailleurs à différents moments que certains se plaignaient d'être délaissés. Aujourd'hui, c'est la télévision qui les montre. Bah oui, on va continuer à la voir, Nadine Morano, il n'y a pas de souci. Vous voulez dire un truc ? Oui, 185 ans après, on se souvient encore du talent de Philippon. Est-ce qu'on pourra en dire autant de Guy Bedos? Je ne sais pas. Ah, je pensais que vous alliez dire Nadine Morano. Oui, moi aussi. Et toc alors, Jean-Mathieu Pernin, un nouvel hymne. Un hymne à quoi? À l'amour moelleux? Non, pas du tout. Imaginez un peu qu'on veut changer le nom de l'hymne national, que la Marseillaise devienne la Strasbourgeoise ou 35 ans plus tard la Niçoise. Alors ça fait un peu carte de brasserie parisienne, mais c'est ce que sont en train de vivre les Suisses actuellement, puisque la Confédération helvétique a décidé de changer d'hymne. Alors c'est très rare pour un pays, parce que changer d'hymne, c'est soit après un conflit qui a marqué les esprits, soit après un changement de régime ou une révolution qui a envoyé le passé se faire valdinguer. Bref, tout ce que n'a jamais connu la Suisse. Alors, il faut dire que la Suisse est assez gourmande en matière d'hymnes nationaux parce qu'on en a déjà utilisé 2. Et oui, alors il y a le premier, baptisé aux Monts Indépendants, là, tout simplement, et l'actuel hymne suisse que l'on connaît tous sous le nom de... Non, là, de j'avoue. Suisse. Non. Nadia, je l'ai pas. Nadia, je panique. Oui, qui n'arrive pas à faire un avis. C'est presque s'appelle le cantique suisse. Oui, mais bien sûr. Le fameux cantique suisse. Alors le seul problème, c'est que l'Helvète est un peu tatillon avec son hymne. Il est un peu retors. Voilà, parce que déjà, il n'a pas aimé le premier parce qu'il ressemblait trop au God Save the Queen. Voilà, déjà, donc on le supprime. Et le second avait un gros souci, c'est que personne n'arrivait à retenir les paroles. Donc ça, c'est un problème. Alors l'année dernière, la Société suisse d'utilité publique a lancé un grand concours pour trouver enfin un hymne avec un seul critère, il faut que ça respecte l'esprit de tolérance de la Constitution suisse signée en 99, un hymne à la fois péchu, qui donne envie et qui est vraiment prenant. Je vous présente donc le nouvel hymne suisse qui s'intitule « Hissez là-haut dans le vent notre drapeau rouge et blanc ». Attention, c'est rock. Hissez là-haut dans le vent notre drapeau rouge et blanc. Alors le choix n'a pas été simple, puisqu'il y a eu 250 projets, et comme la Suisse est un pays moderne, on a fait une émission de télé, tout simplement. On l'a choisi par télécrochet, sans Nico Saliegas, mais avec des SMS et des mails, et les Suisses sont enfin contents. Mais pas les politiques suisses, parce que pour eux, c'est pas du tout une priorité, donc pour l'instant, ça ne sera pas encore voté. On envoie ça au calende grec ou au calende suisse, si vous préférez. En tout cas, pour réconcilier tout le monde, le prochain hymne suisse risque bien d'être le silence. Bref, une musique parfaite qu'on ait un pays neutre. Vous êtes un Helvète underground. Merci mes amis, merci donc Placide Museau. À demain surtout. 28 minutes est terminé sur l'antenne Ciao Pantin. Dans le cadre du cycle Claude Berry, c'est l'histoire d'un mec qui en un film a révélé sa dimension tragique, Coluche, pompiste au cœur brisé, inoubliable, avec Richard Anconina et Agnès Soral, dans Ciao Pantin de Claude Berry. Donc, à demain 20h05. Tchuss, bis morgen.